Ok, alors hier on s'est arrêté à l'acidobasicité de Bronsted, donc une notion qu'on a déjà vue. Là on va parler d'acidobasicité de Lewis. Alors ça je vous en ai aussi déjà parlé lorsqu'on a fait l'atomistique. On a dit qu'une espèce qui présentait une lacune électronique. Pourquoi on a une lacune électronique? C'est parce que par exemple l'aluminium ici n'atteint pas l'octet, il n'a que 3 doublés autour de lui, donc comme il a un doublé en moins pour atteindre l'octet, on met une lacune électronique. Alors cette espèce est appelée acide de Lewis. Autre exemple qu'on va rencontrer souvent en chimie organique, les carbocations. Un carbone qui n'a que 3 liaisons, donc il lui manque un doublet pour atteindre l'octet, donc il a une lacune. Et puis il n'a que 3 électrons en propre au lieu de 4 habituellement, donc il a un plus. Donc attention, la lacune n'est pas forcément associée à plus. Regardez l'aluminium, il a une lacune, il n'y a pas de plus. Donc ça dépend des atomes. Inversement, une base de Lewis, c'est une espèce qui possède au moins un doublet non liant. Donc quelques exemples dessous, H2O, l'ammoniac, le lion fluorure. Et du coup, une réaction acido-basique de Lewis, c'est une base de Lewis qui, par son doublet non liant, vient faire une liaison supplémentaire avec un acide de Lewis, qu'on appelle une liaison de coordinance. Et puis une fois qu'elle est formée, c'est une liaison comme une autre, donc, qui vient former une liaison covalente en donnant le doublet. Donc attention, la flèche ne veut pas dire que les électrons passent sur H, non, les électrons servent à établir une liaison entre O et H. Flèche à double pointe, parce qu'il y a 2 électrons qui bougent. Et on forme ce qu'on appelle un complexe de Lewis, et a priori, ça peut se faire dans les deux sens, donc c'est un équilibre, caractérisé donc par une constante d'équilibre. Donc de la même manière, Cl- peut se lier à AlCl3 pour former AlCl4-. Je vous ai mis en même temps un petit peu de géométrie, donc ici l'aluminium a 3 voisins, donc avec ce 3 0 selon VSEPR, environnement trigonal, donc espèce plane avec 120 degrés, AlCl4-, 4 voisins, donc environnement tétraédrique avec ce 4 0, et donc géométrie tétraédrique, angle de 109,5 degrés. Donc, si jamais vous avez des petites lacunes sur Lewis VSEPR, allez les combler parce que ça nous servira beaucoup. Un autre exemple, tiré de la chimie organique, ici de la propanone. L'oxygène, par un dédoublé non liant, peut aller se lier à l'aluminium pour former cette espèce un petit peu bizarre où l'oxygène a 1, 2, 3, 4, 5 électrons en propre, donc il est devenu plus. Celui qui donne, logiquement, acquiert une charge plus s'il était neutre, ou alors perd sa charge moins s'il était moins. Et celui qui reçoit, s'il était neutre, devient moins, s'il était plus, devient neutre. Donc toutes ces réactions sont des réactions équilibrées avec une constante d'équilibre qui est une grandeur thermodynamique. Donc on dit que le concept d'acidobasicité de Lewis est un concept thermodynamique comme acide-base de Bronsted. Donc si vous voulez comparer deux espèces pour dire quel est le meilleur acide de Lewis, quelle est la meilleure base de Lewis, vous comparez les constantes d'équilibre. Alors là, on arrive au point le plus important de la réactivité. On va voir que les réactions en chimie organique, c'est un nucléophile qui attaque un électrophile. Donc il faut avoir bien compris cette notion. Qu'est-ce qu'un électrophile? Un électrophile, étymologie, ça veut dire qui aime les électrons. Donc logiquement, c'est un réactif pauvre en électrons qui présente un site déficitaire en électrons, par exemple une lacune électronique, ou juste un delta+. Donc un carbocation ici présente un site électrophile sur le carbone qui a une lacune. Le CH3Br, la liaison est polarisée vers le brome, qui est un peu plus électronégatif, donc le carbone est delta+, donc ici on a un site électrophile. Donc dès que vous avez une lacune, c'est électrophile, mais il n'y a pas forcément besoin de lacune pour être électrophile. Donc c'est pas tout à fait le même concept qu'acide de Lewis. C'est un concept plus général finalement, qui englobe tous les acides de Lewis et d'autres espèces. Un nucléophile qui aime les noyaux, donc pour aimer les noyaux, il faut avoir des électrons pour aller former une liaison avec un noyau pauvre, avec un noyau électrophile. Donc il faut une espèce qui présente un site riche en électrons, qui sera soit un doublet non liant, soit une liaison pi.
qui va pouvoir former une liaison en apportant les électrons. Donc, quelques nucléophiles, H2O, l'ammoniac, NH3, l'ion chlorure, Cl-. Un alcène, la liaison pi est assez fragile et peut se casser pour aller réagir avec un électrophile. Et puis la sigma, elle est plus forte et elle ne bougera pas. Donc, vous voyez que toutes les espèces qui ont un doublet non liant sont nucléophiles, donc toutes les bases de Lewis sont nucléophiles. Mais par contre, ça, c'est pas une base de Lewis, c'est un nucléophile. Donc là encore, c'est pas tout à fait le même concept. Un nucléophile englobe toutes les bases de Lewis et d'autres espèces. Une question. Oui. Là, c'est valable pour les acides et les bases de Lewis, mais pour celle de Bronsted, ça marche pas, ça marche pas? Alors, si on a un acide de Bronsted, on a un H delta+, le H delta+, il est électrophile. Si on a une base de Bronsted, pour avoir une base de Bronsted, il faut un doublet non liant. Donc, c'est un nucléophile. Donc, toutes les bases sont nucléophiles et tous les acides sont électrophiles. Effectivement. Donc, effectivement, on pourrait préciser tous les acides de Bronsted possèdent un H delta+, donc un site électrophile sur le H. Et puis, toutes les bases de Bronsted doivent avoir un doublet non liant, donc sur un nucléophile. Tout à fait. Alors, c'est un concept un petit peu différent des précédents, parce que tout à l'heure, c'était des concepts qui reposaient sur une constante d'équilibre. Ici, si je vous demande quel est le meilleur nucléophile, en fait, on va comparer des constantes de vitesse. Si K1 est plus grand que K2, alors je dis que le nucléophile 1 est meilleur que le nucléophile 2. Donc, c'est un concept cinétique. Donc, c'est un concept différent de acides et bases de Bronsted ou de Lewis. Et puis, je vous ai dit, ça englobe d'autres espèces. Les nucléophiles, c'est pas que les bases. Donc, c'est des concepts un petit peu différents. Alors, si on veut comparer des nucléophiles HO- par rapport à H2O, on s'aperçoit qu'HO- réagit plus vite qu'H2O. Donc, on en déduit que la nucléophilie augmente avec la charge, c'est-à-dire qu'HO- il a 3 doublets non liants. Donc, on peut penser qu'il donne plus facilement un doublet que H2O qui n'a que 2 doublets sur l'oxygène. Donc, un nucléophile avec les mêmes atomes, évidemment, un atome comparable, si celui qui est chargé, l'oxygène chargé, va être un peu plus nucléophile que celui qui n'est pas chargé. Deuxième comparaison, I-, donc il a 4 doublets non liants, Cl- aussi, vous pouvez les rajouter sur la structure de Lewis, 4 doublets non liants sur l'iode, 4 doublets pour le Cl-. Donc on pourrait se dire, bon, bah, ils ont la même charge, même nombre de doublets, eh bien on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la même nucléophilie. L'iode, I-, l'iodure, pardon, est meilleur nucléophile, il réagit plus vite. Il est plus gros, on pourrait se dire, tiens, il est plus gros, il est moins habile, il arrive moins bien à se glisser. Eh ben non, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est il est plus gros, donc son nuage électronique est plus facilement déformable. On dit que l'atome est plus polarisable. La polarisabilité, qui s'appelle alpha, dépend de la taille de l'atome. Donc quand on descend dans le tableau périodique, les atomes sont plus gros, plus polarisables et finalement plus réactifs. Donc ça, c'est les 2 points à connaître. La nucléophilie augmente avec la charge, elle augmente avec la polarisabilité de l'atome. Alors là, je vous avais proposé un petit exercice. Donc voilà une molécule. Prévoyons sa réactivité juste en regardant sa tête. Alors comment est-ce qu'on fait? D'abord, on regarde s'il y a des liaisons polarisées. Pour ça, il suffit de comparer les électronégativités. Et ensuite, je vous demande, est-ce que cette molécule est acide de Bronsted, base de Bronsted, acide de Lewis, base de Lewis, parce que vous aviez deviné les abréviations, et nucléophile, électrophile. Alors, la polarité des liaisons, ça, c'est pas très difficile. Le plus électronégatif, c'est l'oxygène, donc 3,5. Puis le carbone, 2,5. Puis l'hydrogène, 2,1. Donc la liaison CO est polarisée vers l'oxygène.
Et la liaison HO est polarisée vers l'oxygène. Donc l'oxygène porte un delta moins. Le carbone ici, un delta plus. Celui-là, on considère qu'il n'a pas de carbone delta plus parce qu'il est déjà loin. Donc c'est un problème d'effet inductif. L'oxygène a un effet inductif sur le premier voisin, mais sur le deuxième, quasiment pas. Et puis le H est delta plus. Donc on peut rajouter l'oxygène delta moins, le H delta plus, et le carbone qui est là, delta plus. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous prévoyez que c'est un acide de Bronsted? Une base de Bronsted, d'abord. Y a-t-il un H acide? Est-ce que le H de CH3 est acide? Non. J'ai pas entendu la réponse. Le H de CH3, non, mais celui de OH, peut-être. Voilà. Le H de CH3, les liaisons CH sont quasiment pas polarisées. Le H de CH2, pareil. Le H de la liaison OH, oui, c'est comme dans l'eau. H delta plus, O delta moins. Un H delta plus, c'est un H potentiellement acide. Donc c'est potentiellement un acide de Bronsted sur le H qui est là. Et du coup, c'est le couple CH3CH2OH, CH3CH2O-. Un alcool peut donner un alcoolate. La réponse est oui, c'est un acide de Bronsted qui est ici. Est-ce que c'est une base de Bronsted? Donc il y a un seul H acide, c'est celui de la fonction alcool, groupe hydroxyle, ou de la fonction alcool. Est-ce que nous avons une base de Bronsted? Ça c'est assez facile. Quel est l'atome? Donc l'oxygène qui a des doublets non liants peut capter H+. Comme H2O qui peut capter H+, pour devenir H3+, CH3CH2OH peut capter H+, pour devenir CH3CH2OH2+. Un alcool protoné. Donc je prévois ici un site basique. Donc un site acide, un site basique. On sait que l'eau capte un seul proton, donc on peut penser que l'alcool qui ressemble à l'eau peut capter un seul proton. Donc c'est un monoacide et c'est une monobase. Après, je ne connais pas les pK, hein, je ne peux pas les prévoir, ça. Donc il faut que je fasse l'expérience pour les mesurer, mais je peux prévoir que c'est potentiellement un monoacide et une monobase. Acide de Lewis. Pour être acide de Lewis, il faut une lacune électronique. Il n'y a pas de lacune? Non. Pas d'acide de Lewis. Base de Lewis. Pour être base de Lewis, il faut un doublet non liant. Ah oui, l'oxygène est une base de Lewis. Donc, oxygène, base de Lewis. Alors maintenant, je vous laisse me répondre. Site nucléophile, est-ce que vous en voyez un? Ou plusieurs? Oui, le O avec ses DNL. Ben voilà, dès que vous avez des doublets, en fait, vous êtes basique de Bronsted, vous êtes basique de Lewis, et vous êtes nucléophile. Vous êtes forcément, en fait, les trois. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les trois vont ensemble. Donc, forcément nucléophile. Alors, est-ce qu'il est très nucléophile ou pas? Par rapport à l'eau, sans doute à peu près comme l'eau. Ah oui, mais il est plus encombré. On verra que la nucléophilie dépend aussi de l'encombrement. Donc, on s'aperçoit que c'est un peu moins nucléophile que l'eau. Est-ce qu'il y a des sites électrophiles? Donc, pour être électrophile. L'hydrogène parce qu'il a une charge partielle plus. J'ai pas entendu qui? Le H parce qu'il a une charge partielle plus. Voilà, le H delta plus, donc on a dit qu'il était acide, et donc il est aussi électrophile. Il est delta plus, il est électrophile. Et le carbone qui est là, parce qu'il est delta plus aussi. Donc voilà le bilan, avec les électronégativités. Donc vous devez savoir qu'une liaison CH, c'est une liaison forte, peu polaire, quasiment pas polaire, parce que la différence d'électronégativité est très faible, donc on considère que la liaison CH est quasiment pas polarisée. Par contre, la liaison CO est polarisée, la liaison OH est polarisée.
Le H est delta+, donc il est acide de Bronsted, et en même temps il est électrophile. L'oxygène est basique de Lewis, basique de Bronsted, et nucléophile. Et le carbone au pied de l'oxygène est delta+, donc c'est-à-dire que la liaison CO, en fait, est susceptible de se casser. Si on avait un nucléophile qui arrive ici, alors on pourrait casser la liaison CO. On verra que c'est difficile parce que c'est une liaison forte, mais c'est potentiellement possible. Voilà, donc voilà le bilan. Donc il n'y a pas d'acide de Lewis, mais sinon il y a un site de chacun et 2 sites électrophiles, le carbone et l'hydrogène. Monsieur, Oui, on avait marqué dans le cours du coup que tous les acides de Lewis étaient électrophiles, mais du coup c'est pas vrai dans l'autre sens. eh ben non. Les électrophiles, je vous ai dit, c'est un concept plus général qui englobe les espèces juste delta+, et pas qui n'ont pas de lacune. Donc pour vous montrer que c'est un peu différent, D'accord. effectivement. Alors on pourrait rajouter en plus, tiens, la valence de ce carbone, il porte un oxygène, sa valence vaut 1. On sait que la valence peut aller à 2, à 3, donc ça veut dire que cette espèce peut s'oxyder, valence 2 en aldéhyde et valence 3 en acide carboxylique. Donc on peut prévoir en même temps que cette espèce va pouvoir subir des réactions d'oxydation. Voilà, donc juste en regardant la tête de la molécule, je peux déjà prévoir plein de choses, plein de réactivités. Ok, je passe. Alors, les réactions qu'on va rencontrer. En première année, normalement, on ne voit pas les réactions radicalaires, quasiment pas. On les voit en deuxième année, mais bon, tant pis, j'en mets un petit peu quand même. On en a déjà parlé d'ailleurs, on a déjà rencontré la chloration du méthane, CH4 plus Cl2 donne CH3Cl plus HCl, selon un mécanisme de substitution radicalaire en chaîne. Donc, homolytique, ça veut dire avec rupture homogène de liaison, selon le concept la liaison AB se casse en 2 radicaux, soit en chauffant, thermolyse, avec des températures en général assez élevées, du genre de 300 degrés par exemple, ou par photolyse, en général avec des photons dans le domaine de l'ultraviolet pour arriver à casser les liaisons. Donc les IR sont des radicaux, et par exemple, si vous avez des carbones qui portent des radicaux, on appelle ça un carboradical, avec une règle, plus un carboradical est substitué, plus il est stable. Donc un CH3, c'est pas très stable, on dit qu'il est de classe 0, parce qu'il n'a pas de voisin carbone. Ici, celui-là, il a un voisin carbone, donc on dit qu'il est de classe primaire. Celui-là a 2 voisins carbone secondaires, 3 voisins carbone tertiaires. Donc la stabilité augmente avec la classe du carboradical. Et puis là, je vous ai mis un carboradical de classe 1. Donc on pourrait se dire il est moins stable. Ah oui, mais en fait, il y a aussi un noyau aromatique ici, hein, il y a un phényl. Et du coup, électron célibataire sigma pi, ça c'est un enchaînement de la conjugaison. Donc cette molécule est conjuguée, donc ce radical est stabilisé par conjugaison. Et cet effet est très important, et donc qui devient plus stable qu'un tertiaire. Donc vous pouvez vous amuser à écrire des formes isomères. Donc comme on écrit ça, on met l'électron ici, vient ici par un demi-harpon, une flèche à simple pointe, faire une partie de la doublison. Ici, cette doublison se casse en 2. Un électron vient faire la doublison ici. Et puis un électron va venir sur le carbone en position 2. Et puis après, on peut écrire d'autres formes isomères en faisant tourner sur le cycle. D'accord? Donc vous obtiendrez une doublison ici et un radical sur le carbone, que je vais appeler le carbone 2. Si vous ne voyez pas du tout comment faire, vous reprenez le TD qu'on a fait que je vous ai distribué en atomistique. Je pense que j'avais traité cet exemple, il est dans un des corrigés. Ce sera l'occasion de revoir un petit peu les formes isomères. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur ces réactions, parce qu'elles ne sont pas vraiment du programme de première année, mais on a vu par exemple la chloration du méthane. Donc
le mécanisme est dans le cours de cinétique. Donc le cœur de notre programme de première année, ce sont les réactions hétérolytiques, qu'on peut appeler aussi les réactions ioniques, avec rupture hétérogène de liaison, ce qui va créer forcément du coup des carbocations d'un côté, des carbanions de l'autre, enfin de manière générale des anions et des cations, et puis si c'est sur le carbone, des carbocations ou des carbanions. Donc le concept, c'est un nucléophile rencontre un électrophile, alors ils se font une liaison. Donc, je vous donne un exemple ici. H- rencontre CH3Br. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je regarde la réactivité de chacun. Comment? Selon ce qu'on vient de faire, on regarde la polarité des liaisons en regardant les différences d'électronégativité. On place les charges partielles delta plus, delta moins. Bon, s'il y a une charge moins, c'est pas la peine de rajouter un delta moins. Il y a déjà une charge moins, ok. Sauf si la charge conventionnelle n'est pas en accord avec la charge réelle. Les charges partielles, c'est les charges réelles. Ah, donc ça peut être intéressant. Prévoir la réactivité et en déduire quel nucléophile, quel électrophile. Évidemment, en respectant la règle de l'octet, notamment pour le carbone ne peut pas faire plus que 4 liaisons. Alors allons-y. H-. Réactivité, H- a des doublets, donc c'est un nucléophile. Oui, en même temps, il peut capturer des protons, donc c'est une base. Base de Bronsted, oui, et puis base de Lewis. Donc nucléophile, base de Bronsted, base de Lewis. Ça va ensemble. Ouais. De l'autre côté, le brome, on pourrait dire il a des doublets, donc il est nucléophile. Oui, sauf que le brome, il a envie de faire qu'une liaison, il a déjà sa liaison, il est content, il n'a pas tellement envie d'aller en faire une deuxième. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il soit très nucléophile. Un tout petit peu, mais quasiment pas. Ah, par contre, la liaison carbone-brome, elle est polarisée vers le brome. Donc le brome est delta-, et le carbone est delta+. Un carbone delta+, c'est un électrophile. Donc, à gauche, j'ai vu qu'il y avait un nucléophile. Évidemment, il faut que je trouve un électrophile à droite. C'est sur le carbone. Donc un carbone électrophile, un oxygène nucléophile. D'où j'en déduis ce qui se passe. L'oxygène, par son doublet, attaque sur le carbone. Oui, mais un carbone, il peut faire 4 liaisons. Donc si j'en crée une 5e, il faut en casser une. Laquelle? La plus fragile. La plus fragile, c'est la plus polaire. La liaison carbone-brome. Donc le brome va partir avec le doublet de liaison. Et on va faire une 4e liaison à gauche. Une liaison CO. Donc on expulse Br- par arrivée de HO-. D'où le produit CH3OH. C'est un alcool, c'est le méthanol. Alors on appelle ça une réaction de substitution parce qu'un groupe a été remplacé par un autre. Nucléophile parce que celui qui arrive c'est un nucléophile. Et c'est une réaction en une étape bimoléculaire. Donc on dit que c'est une SN2. L'acte élémentaire est bimoléculaire. Alors après on pourra détailler. En fait la liaison qui se forme, elle doit arriver à 180, enfin l'oxygène doit arriver à 180 degrés par rapport à la liaison qui se casse. Donc il doit arriver en anti par rapport à la liaison qui se casse. En anti égale à 180 degrés. À l'opposé. Et les hydrogènes, du coup, font la culbute. Ils se déplacent dans l'espace pour que ça reste un tétraèdre. Donc les 3 liaisons CH, vous voyez, basculent vers la droite. Voilà, c'est notre premier mécanisme de chimie organique. Est-ce que ça suscite des questions? Le H de HO, il a pas aussi une charge partielle positive? Alors oui, on peut dire qu'il est delta+, effectivement. C'est vrai, je ne l'ai pas mis. Parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Parce que même s'il est delta+, H- n'est pas un bon acide. H-, c'est une base essentiellement.
Donc le caractère acide de ce H, il est très très faible. Il n'est pas complètement nul, je suis d'accord. Effectivement, c'est un acide de Bronsted potentiel, mais en pratique, pour arracher H+ à H-, ça donnerait O2-, ça se fait pas. C'est très très difficile. Donc, on considère que ce H n'est quasiment pas acide. Et donc, il reste attaché à l'oxygène et on le retrouve à la fin. D'accord, merci. Donc, je cherche en fait la réactivité principale. Je ne vais pas forcément étudier toutes les réactivités possibles. H-, c'est surtout une base sur l'oxygène et un nucléophile. En face, je cherche donc un électrophile, donc j'identifie un site électrophile et ça y est, ça me suffit. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, ah oui, mais celui-là, il a des doublets, donc il est nucléophile. Ah bah celui-là, il est delta+, donc électrophile. Donc le brome pourrait peut-être aller attaquer le H. Et puis on commence à partir de des trucs un peu bizarres. Parce qu'en fait, H-, c'est pas un acide, c'est une base. C'est pas un donneur de protons. Et puis le brome, on sait qu'il fait une liaison. Il n'aime pas en faire deux. Donc on cherche la réactivité principale, tout en envisageant quand même différentes possibilités. Voilà, donc c'est un compromis, il faut chercher les différentes possibilités, mais sans partir dans des trucs délirants. Donc les intermédiaires qu'on va rencontrer, ça sera souvent des carbocations ou des carbanions. Donc le carbocation, c'est une espèce pauvre en électrons, donc qui aimera si on le stabilise par des effets électroniques donneurs inductifs ou donneurs mésomères. Et puis inversement, un carbanion est une espèce trop riche en électrons qui a envie de dispatcher cette densité électronique sur ses voisins. Donc s'il a des voisins à effet inductif attracteur, -I ou -M, ça le stabilisera. Donc les carbocations, d'abord. Donc nous, en première année, on va surtout rencontrer des carbocations. Classe 0, CH3+, parce qu'il n'a pas de voisin carbone. En fait, il est très très instable. Donc dans les mécanismes, on ne le rencontrera jamais. Classe primaire, il a un voisin carbone, un CH3, a un effet inductif donneur. Donc ça stabilise un petit peu ce carbocation. Donc on pourra l'observer, mais c'est assez rare. Donc il est quand même instable. À partir de 2 et 3 effets inductifs donneurs, donc classe 2, classe 3, ça devient nettement plus stable. Donc ça reste quand même des espèces intermédiaires réactionnelles, donc hautes en énergie potentielle, instables, à faible durée de vie, mais on va les observer dans les mécanismes. Donc proposer des carbocations secondaires, tertiaires, oui. Primaires, rarement. 0, jamais. Ça, c'est la règle. La stabilité d'un carbocation augmente avec sa classe à cause des effets inductifs donneurs de ses voisins, qu'on appelle les groupes alkyles de manière générale. Donc on note R, CH3, CH2, CH3, etc. On va mettre un petit bémol, sauf s'il y a des effets mésomères, puisque les effets mésomères, on sait qu'ils sont très importants et qu'ils priment sur les effets inductifs. Donc méfions-nous. Donc je vous avais demandé de réfléchir à ces deux carbocations, A et B. Évidemment, pour bien comprendre, d'abord, il faudrait préciser les structures développées. Donc, quelle est cette espèce? Le voilà. C'est une chaîne carbonée à 3 carbones. Il y a un carbocation au milieu, donc ça veut dire un carbone à 3 pattes. Un carbone auquel il manque un hydrogène. Donc, carbocation liée à 2 méthyl, donc 2 alkyles, qui apportent un effet inductif, donc carbocation secondaire, le carbone porte 2 carbones. Donc ça le stabilise. Par contre, il n'est pas conjugué. Alors l'espèce B, attention, il y a un oxygène. J'avais fait exprès, j'avais pas mis les doublets, mais il y a des doublets sur l'oxygène. Vous les avez pas oubliés, je pense. Donc l'octet pour l'oxygène, et puis le carbone, c'est plus, il n'a pas l'octet, donc il n'a que 3 voisins. Il n'a qu'un alkyle. Oula, je m'aperçois qu'il y a une petite flèche qui va pas dans le bon sens, excusez-moi, là. La flèche du CH3, elle va vers le carbone. Le CH3 a un effet inductif donneur. Corriger cette flèche.
Et par contre, l'oxygène, lui, a bien un effet inductif attracteur, il est plus électronégatif que le carbone. Donc ça, c'est pas bon, ça déstabilise. Donc on a envie de dire effet inductif, un seul effet inductif d'honneur, du CH3, donc des classes 1, et puis il est déstabilisé par l'oxygène, donc il va pas être stable, ce carbocation. Il va être moins stable que le précédent. Ah oui, mais ici, il y a des doublets non-liants, et doublets non-liants, sigma lacune. Ah, c'est conjugué, ça. Ça fait 2 électrons délocalisés. Vérifions. On peut écrire une forme mésomère. L'oxygène bascule un doublet vers la liaison CO. On crée une liaison CO. Et du coup, le carbone a l'octet. Et puis l'oxygène, ah ben il a l'octet aussi, d'ailleurs. Tout le monde a l'octet. L'oxygène, est-ce qu'il a une lacune? Ah ben non, il a l'octet, donc pas de lacune. Attention, le carbone a une lacune parce qu'il n'a pas l'octet. L'oxygène ici a pas de lacune puisqu'il a l'octet. Par contre, il a une charge plus puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5 électrons propres au lieu de 6 normalement. Celui qui donne devient plus, celui qui est plus devient neutre. C'est logique. Donc on a un carbocation stabilisé par conjugaison. Et on sait que l'effet mésomère est important, plus important en général que l'effet inductif. Donc ce carbocation, B, il est finalement plus stable que A, bien qu'il soit de classe primaire. Oui, mais il est stabilisé par conjugaison. Donc bilan, le carbocation de B est plus stable que le A. Alors là, il n'y a rien à compléter. Sélectivité, spécificité. Donc ça, ce sont des notions générales qu'on reprendra régulièrement sur les réactions. Une réaction sélective est une réaction qui peut former différents produits et qui les forme en quantités différentes. Donc la définition, hein. Une réaction sélective forme des produits, forme différents produits en quantités différentes. Donc ici, par exemple, du propène plus HBr, le brome peut se fixer soit au milieu, soit sur le bout de la chaîne, et on s'aperçoit qu'il se fixe majoritairement au milieu de la chaîne. Donc on a un produit majoritaire, un produit minoritaire. Ce sont des isomères de position ou régioisomères. Donc comme on n'a pas 50-50, on dit que la réaction est régiosélective. Elle favorise un régioisomère parmi 2 possibles. Donc une réaction régiosélective forme majoritairement un régioisomère parmi plusieurs régioisomères possibles. Alors parfois c'est 100-0, parfois c'est majoritaire, minoritaire. Deuxième exemple, on prend un alcène, on prend du dihydrogène en présence d'un catalyseur qui est du platine. Donc on réalise ce qu'on appelle une dihydrogénation catalytique. Et les hydrogènes se mettent du même côté, soit du même côté, les 2 H qui sont arrivés par l'arrière, soit un H par devant, soit un H par derrière. Et en fait, non, il n'y en a aucun qui arrive comme ça. Ils arrivent toujours du même côté, les 2 H. On dit qu'ils arrivent en spin, on verra ça plus tard. Donc la réaction forme uniquement cette espèce et pas du tout celui-là. Donc la réaction est diastéréosélective à 100% parce que les 2 espèces étaient diastéréoisomères. Et il y en a un troisième, qui sera été l'énantiomère de P2. Donc P2 plus son énantiomère que je peux appeler P2'. Donc on forme 100% de P1, 0% de P2 et 0% de P2'. Donc en fait, il y a 3 stéréoisomères possibles. On n'en forme qu'un, elle est stéréosélective, elle est diastéréosélective. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué peut-être comme notion, donc on la reprendra régulièrement sur toutes les réactions qu'on étudiera. On se posera la question, tiens, est-ce que c'est sélectif, régiosélectif, diastéréosélectif? Monsieur? Oui. Pour les produits, comment c'est le pourcentage de produits Ça, c'est expérimental.
On s'aperçoit expérimentalement que les deux H arrivent du même côté. Je vous donnerai une explication après avec un mécanisme, mais c'est tiré d'expérience, les pourcentages. Un troisième exemple, tiré de la biochimie. Vous prenez un acide pyruvique avec un réducteur biologique, NADHH+. Alors, vous allez réduire la fonction cétone en alcool. Et donc, le H peut arriver par derrière ou par devant. Donc, on peut obtenir deux alcools qui sont énantiomères entre eux, qui sont l'acide R lactique ou l'acide S lactique. Là, c'est l'occasion de réviser comment est-ce qu'on voit que c'est le R lactique. Il y a un carbone asymétrique. Vous mettez une petite étoile ici. Donc là, substituons avec l'atome de plus grande Z, c'est l'atome 1. Donc l'oxygène, c'est le groupe 1. Ensuite, on a un carbone HC. Donc il y a deux C, mais le C qui est là porte des O. Donc c'est le groupe 2. Celui-là porte des H seulement, c'est le groupe 3. Et H, c'est le groupe 4. Donc une fois qu'on a classé 1, 2, 3, 4, en fonction du numéro atomique, on regarde dans quel sens on tourne. 1 vers 2 vers 3, avec le substituant 4 en arrière, ce qui est le cas ici. On tourne vers la droite, donc on est bien en configuration grand R. D'accord, donc on va régulièrement refaire un peu de stéréochimie, les configurations R et S, il faut connaître ça, ou les descripteurs stéréochimiques des centres stéréogènes. Bon, en tout cas, cet énantiomère, on s'aperçoit expérimentalement qu'on ne l'obtient pas, et qu'on n'obtient que celui-là. Ils sont énantiomères, la réaction forme uniquement en fait, un seul énantiomère parmi deux, elle est énantiosélective, elle est 100% énantiosélective. Comment est-ce qu'on l'explique? Ah bah parce qu'il y a une enzyme, et qu'une enzyme, c'est un catalyseur chiral. Et un catalyseur chiral est donc capable d'orienter la réaction vers un seul énantiomère. Donc ça, c'est une propriété que vous connaissez. Une enzyme réalise une réaction de manière énantiosélective. Alors, très souvent, on confond les deux termes sélectif, spécifique. Donc, sélectif, ça sélectionne de manière différente des produits. Spécifique, c'est du point de vue du réactif. Spécifique, ça fait la différence entre les réactifs. Donc, selon le réactif qu'on lui met, on obtient des choses différentes. Regardez ici, j'ai deux espèces qui sont énantiomères. Vous faites la même réaction avec HO-, donc c'est une réaction qu'on appelle MECN2, qu'on vient de voir. L'oxygène attaque le carbone, fait une liaison CO, et puis le brome part sous forme de Br-. Donc c'est une réaction de substitution. Si vous partez de cet énantiomère, vous obtenez celui-là. Si vous partez de l'autre énantiomère, vous obtenez un autre énantiomère. Donc le produit dépend du réactif, dépend de la nature du réactif. Alors la réaction est spécifique du réactif. Comme ce sont des énantiomères, elle est énantiospécifique. Donc par exemple, vous savez qu'une enzyme, c'est énantiospécifique. Ça sait distinguer un énantiomère parmi deux. Il y en a un qu'elle reconnaît, qui rentre dans son site actif, qu'elle transforme, et l'autre, il ne rentre pas dans son site actif, elle ne le transforme pas. Autre exemple. On part ici d'un alcène, donc soit de configuration E, soit de configuration Z. Donc E, N-Gegen, les deux groupes prioritaires sont de part et d'autre. Z, les deux groupes prioritaires sont du même côté. On met cette espèce un peu bizarre qui s'appelle un peracide carboxylique, RCO3H, et on fait ce qu'on appelle un époxyde, un groupe, enfin une molécule avec un cycle à 3 avec un oxygène. Donc si vous partez de celui-là, vous obtenez un époxyde, si vous partez de celui-là, vous obtenez un autre époxyde, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas énantiomères entre eux, ils ne sont pas images d'un miroir plan, donc ils sont par défaut diastéréoisomères. Donc on obtient des diastéréoisomères différents selon les diastéréoisomères de départ.
Donc on obtient des choses différentes selon le diastéréoisomère de départ. La réaction est donc diastéréospécifique. Selon le diastéréoisomère de départ, le résultat est différent. Ça veut dire que pour parler de spécificité, il faut être capable de comparer deux réactifs différents. S'il n'y a pas des réactifs différents, on ne peut pas parler de spécificité. Si le réactif est unique, ça ne peut pas être quelque chose de spécifique. Alors, on termine cette partie généralité par les solvants. Donc, le solvant a un rôle très important en chimie organique. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on met des solvants au fait? Les solvants, c'est polluant, après, il va falloir les éliminer pour extraire notre produit. On ne pourrait pas juste ajouter les réactifs et puis c'est bon? Oui, idéalement, si on peut faire des réactions sans solvant, c'est très bien. Mais on a besoin de solvants. D'abord, parce que les réactifs, parfois, sont solides. Et si vous mettez deux solides ensemble dans un Erlenmeyer ou dans un ballon de réaction, ça ne marche pas. Les solides, ils ne bougent pas assez pour que ça marche. Donc, il faut les dissoudre pour les mettre en contact, tout simplement. Donc, dissoudre les réactifs solides. Contrôler la vitesse de réaction, parce qu'une réaction peut être éventuellement violente. Donc, si vous êtes à très haute concentration, sans solvant, ça peut devenir explosif. Alors que si vous mettrez un solvant, vous diminuez la concentration, ça diminue la vitesse, et vous pouvez contrôler mieux ce qui se passe, que ça ne chauffe pas trop, vous pouvez refroidir, vous avez le temps de refroidir avant que ça explose, des choses comme ça. Et puis le solvant peut intervenir dans la réactivité, en ionisant un réactif. Par exemple, si vous prenez HCl, vous le mettez dans l'eau, ça devient H3+, plus Cl-. Pourquoi? Parce que HCl a donné H+, plus Cl-, parce que l'eau est un solvant ionisant. Puis HCl a été dispersé, puis la paire d'ions H+, Cl- a été dispersée parce que l'eau est un solvant dispersant. Et puis H+, c'est lié en plus à l'eau pour donner H3+, plus Cl-. Donc HCl dans l'eau, c'est pas la même chose que HCl tout court. Ça n'a pas la même réactivité. Donc le solvant intervient dans la réactivité. Alors les propriétés des solvants, on les classe en polaire apolaire, dissociant peu dissociant, protique aprotique. Bon, ça c'est facile. Polaire, la molécule est constituée, la molécule de solvant possède un moment dipolaire. Alors le solvant est polaire. Et inversement, apolaire, la molécule n'a pas de moment dipolaire. Dissociant, il faut que la permittivité électrique, le epsilon R, soit élevée. Donc par exemple, l'eau est un solvant très dissociant. Son epsilon R vaut 80. C'est un des solvants les plus dissociants. Donc ça permet de bien séparer les ions. Et puis protique, ça c'est un nouveau terme. Protique, qui possède des protons, qui possède des H acides. Aprotique, pas de H acide. Ça va pour ces termes? Donc les plus importants, ceux que j'ai mis avec des majuscules, est-ce que le solvant est polaire apolaire, protique aprotique? Donc selon ces caractéristiques, on les classe en 3 types de solvants. Premier type, apolaire, aprotique. Apolaire, la molécule doit être apolaire et sans H acide. Toutes les alcanes, pentane, hexane, cyclohexane, c'est les liaisons CH. Les liaisons CH sont quasiment apolaires. Et les liaisons CH, les H sont pas delta+, ils sont pas acides. Donc toutes les alcanes. Alors pourquoi j'ai pas pris du butane, du méthane, de l'éthane, du propane, du butane? Pourquoi j'ai commencé au pentane, à votre avis? Butane, qu'est-ce que vous savez du butane? Il est sous quelle forme à température ambiante? Voilà, il est gazeux à température ambiante. Le butagaz, ça vous dit quelque chose? Alors que le pentane, il est liquide à température ambiante. Bon, on aime bien utiliser des solvants liquides à température ambiante, parce que s'il est déjà gazeux à température ambiante, ça va être un peu délicat, il va falloir refroidir pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est des alcanes à partir du moment où ils deviennent liquides. Donc à partir des C5. Pentane.
Le tétrachlorométhane, la liaison carbone-chlore est polarisée. Oui, mais globalement, le barycentre des charges plus, il est là, en C. Et le barycentre des 4 chlore, des 4 delta moins, il est aussi au milieu de la molécule, au C. Donc le barycentre G+, et 4G-, donc le moment dipolaire est nul. La molécule est apolaire, alors que les liaisons sont polaires. Donc tétrachlorure de carbone ou tétrachlorométhane. Et le CO2, si vous le mettez sous haute pression, il atteint un état qu'on appelle le CO2 supercritique, et on l'utilise comme solvant dans l'industrie. Par exemple, pour décaféiner le café, on fait passer du CO2 supercritique et ça emmène les molécules de caféine, et ça vous laisse du café décaféiné. Deuxième type, polaire protique. Le type même de H2O, molécule polaire, oui. Protique, bah oui, il y a des H delta plus. Quelque chose qui lui ressemble, un alcool. Bah oui, un alcool, ça ressemble à l'eau. Un acide carboxylique. Les cétones, comme la propanone. C'est polaire, oui, c'est polaire parce qu'ils ont CO et très polaire. Protique, ça c'est plus bizarre. Parce que regardez, les H, ils sont sur les carbones. Et j'ai dit que les CH, c'était pas acide. Eh bien, oui, mais lorsqu'un CH3 est à côté d'une fonction cétone, la fonction cétone a un effet sur les H et les rend un peu acides. Donc, ça c'est un peu particulier. Et puis l'ammoniac, qui est un gaz à température ambiante, mais si vous le refroidissez en dessous de 33 degrés, de moins 33 degrés, pardon, il devient liquide et on peut l'utiliser comme solvant. Il est polaire, les liaisons NH sont polarisées. Il est protique, NH3, les H sont un peu acides. Et enfin, troisième type, polaire aprotique. Donc polaire, parce qu'il y a des liaisons CO ici, dans ce qu'on appelle le diéthyléther, c'est ce qu'on appelle l'éther de pharmacie aussi, on l'appelle tout court éther souvent. Et ce sont des liaisons CH, donc les H sont quasiment pas acides, donc c'est effectivement aprotique. Alors celui-là, il est intéressant parce que sa température d'ébullition est peu élevée, 35 degrés, à peine plus que la température ambiante. Donc pour l'éliminer d'un milieu, bah, c'est très facile, il suffit de chauffer un petit peu et on l'éliminera par distillation, par vaporisation et donc par distillation sous faible température. Donc on n'abîme pas notre produit, on élimine l'éther par distillation à faible température et on récupère notre produit. On utilise beaucoup aussi le tétrahydrofurane, THF. Si on regarde, en fait, ça ressemble à l'éther, mais il est cyclique. Donc c'est celui-là cyclisé. Donc ses propriétés sont assez proches du précédent. Les composés chlorés, dichlorométhane, chloroforme. Et le DMSO, diméthylsulfoxyde. Donc c'est un soufre portant un oxygène et 2 CH3. Le soufre est moins électronégatif que l'oxygène. L'oxygène est delta ou delta plus, donc ils ont polarisé. Et les H ici sont pas acides. Donc c'est bien polaire et pas protique. Ok, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à cet exercice. Alors, idéalement, on aurait fait cette semaine un TP là-dessus. Donc, on aurait fait une extraction sélective. Alors, on a une phase aqueuse qui contient une espèce A, donc une espèce organique qu'on voudrait récupérer, et des sous-produits qu'on aimerait laisser dans la phase aqueuse. Donc, on va ajouter un solvant. Quelles doivent être les propriétés du solvant? Première propriété, bah, si vous ajoutez votre solvant à l'eau, vous voulez que votre solvant ne se mélange pas à l'eau. Donc le solvant doit être non miscible à l'eau. Premier point. Donc par exemple, vous n'allez pas mettre de l'éthanol, parce que vous savez que l'éthanol et l'eau sont miscibles en toute proportion. Et une fois qu'ils seront miscibles, bah, vous n'aurez rien séparé. Alors que si vous mettez de l'éther, vous savez que l'éther et l'eau ne se mélangent pas, quasiment pas. Ah, l'éther c'est pas mal.
le diéthyléther. Le dichlorométhane, pareil. Le cyclohexane, donc les 3 solvants qu'on vous propose ici sont non miscibles à l'eau. Donc ça, c'est la première propriété. Solvant non miscible à l'eau, de façon à avoir 2 phases différentes pour pouvoir les séparer dans une ampoule à décanter. Deuxième propriété, vous voulez extraire A, donc il faut que votre solvant ait une bonne affinité pour l'espèce A. Il faut que l'espèce A soit très soluble dans le solvant, plus soluble dans le solvant que vous ajoutez que dans l'eau. On va appeler ça le coefficient de partage. Il faut que le coefficient de partage soit plus grand que 1, que le solvant soit, que l'espèce A soit plus soluble dans le solvant que dans l'eau. Et puis il y a une troisième propriété que vous pouvez deviner peut-être. Vous ajoutez un solvant. Donc vous allez avoir à la fin solvant plus espèce A. Oui, mais ce qui vous intéresse, c'est juste l'espèce A. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire à un moment? À éliminer le solvant? Comment est-ce qu'on élimine un solvant? Des températures d'ébullition différentes. Avec effectivement une vaporisation, une distillation du solvant. Donc il faut que le solvant, il parte facilement, il parte vite, donc que sa température d'ébullition soit faible. Tiens, le diéthyléther, il part à 35 degrés. Le dichlorométhane, il part à 40 degrés. Le cyclohexane, ce sera un peu plus dur, il part à 80 degrés. Donc il faut effectivement que la température d'ébullition du solvant soit différente de celle de l'espèce A. Il faut qu'elle soit plus faible que celle de l'espèce A. Alors, je vais aller sur la page 19 tout de suite. Hop, voilà. Donc, 3 propriétés non miscibles à l'eau, telles que le solvant, tel que A soit beaucoup plus soluble dans le solvant que dans l'eau, pour qu'il aille préférentiellement dans S, et que sa température d'ébullition soit peu élevée pour pouvoir l'éliminer facilement par distillation à température pas très élevée, pour ne pas abîmer l'espèce A. Donc, propriété des solvants, le diéthyléther, il est polaire aprotique. Le cyclohexane, il est apolaire aprotique. Et le dichlorométhane, il est polaire parce qu'il y a des liaisons carbone-chlore qui sont polarisées. Et il est aprotique parce que ce sont des liaisons CH, donc pas acides. Alors, je reviens à la question 17. Donc voilà les exemples de solvants. On va réaliser une extraction sélective liquide-liquide. Donc on ajoute l'éther. Donc l'éther est moins dense que l'eau, il est donc au-dessus. Donc on appelle ça la phase organique, parce que c'est le solvant organique. Et en bas, c'est la phase aqueuse, majoritairement constituée d'eau, de l'espèce A qui nous intéresse, des sous-produits. On agite. Alors en l'occurrence, le geste expérimental, on retourne son ampoule à décanter, vous avez peut-être déjà fait ça au lycée. On ouvre le petit robinet pour éviter qu'il y ait une surpression à l'intérieur de l'ampoule à décanter, on referme le robinet, on agite, et régulièrement, on arrête d'agiter, on ouvre le petit robinet pour éliminer la surpression, et ensuite on replace l'ampoule à décanter sur son support, et on obtient quoi? La phase aqueuse est toujours en bas. A, il en reste en bas. Mais la majorité de A est passée en haut. Donc une quantité N2 de A qui est passée dans l'éther. Donc la phase qui est en haut, comme c'est le solvant organique, on l'appelle la phase organique, et en bas, toujours la phase aqueuse. Et A est passé majoritairement dans l'éther. Si vous avez bien choisi votre solvant, et que effectivement l'espèce A est plus soluble dans l'éther que dans l'eau. Alors, si on avait fait ça avec du dichlorométhane, est-ce que vous avez prévu ce qui se passait? Quelle est la différence? Regardons le dichlorométhane. Donc on a dit c'est un solvant polaire, aprotique, ok. Densité 1,34. Donc, je vous écoute.
Du coup, il est plus dense que l'eau, du coup, il sera en dessous déjà. Voilà. Donc, effectivement, avec du dichlorométhane, le dichlorométhane serait en dessous, avec du A, et la phase aqueuse serait au-dessus. Attention à cette inversion, ça dépend du solvant que vous utilisez. Hop, pardon, je vais être un peu vite. Donc l'espèce est présente dans les deux phases. On a alors un équilibre, avec une constante d'équilibre, qui est le rapport des activités. C'est une espèce diluée en solution. Donc l'activité, c'est la concentration sur C0. Le C0 s'en va. Donc c'est le rapport des concentrations. Ce rapport des concentrations vaut la constante d'équilibre qu'on appelle P, coefficient de partage. Donc ici, je suppose que le coefficient de partage vaut 10. Le constant d'équilibre vaut 10. Alors, on va pouvoir calculer le rendement d'extraction. Donc on sépare les phases. La phase aqueuse, on la met de côté. On récupère la phase éther. On la met dans un ballon. Et avec un évaporateur rotatif, on distille l'éther sous pression réduite. On élimine l'éther. Et on récupère A dans le ballon, tout seul. Et puis éventuellement, on peut le purifier après, s'il n'est pas d'une pureté suffisante. Donc un évaporateur rotatif, vous n'avez peut-être jamais vu à quoi ça ressemble. Vous tapez ça, vous regardez sur Wikipédia à quoi ça ressemble, ou vous avez une petite vidéo peut-être d'utilisation de l'évaporateur rotatif. Si vous ne trouvez pas, je vous mettrai une ref. Mais... je ne sais pas comment on va faire pour les TP, parce que moi j'espérais qu'on reprenne en juin pour pouvoir faire quelques TP de chimie, orga, mais on va pas reprendre. Donc comment apprendre les gestes? On peut déjà regarder des vidéos pour regarder une vidéo extraction et puis une vidéo évaporateur rotatif, ça doit se trouver facilement sur le net, ça, à défaut de pratiquer. Mais l'idée que vous aviez proposée à avancer le cours de deuxième année et de faire les TP en deuxième année pour rattraper. Oui, c'est une possibilité, mais après rien ne dit que l'année prochaine, les salles soient suffisamment disponibles pour faire tous les TP qu'on avait prévus. Donc, ça sera, à mon avis, très difficile de faire tous les TP prévus de première année. Peut-être qu'on pourra faire quelques séances de plus, mais bon. Ça dépend aussi au niveau sanitaire comment ils vont aussi s'organiser, je pense. Bah écoutez, on espère qu'à la rentrée, la situation sera redevenue normale, hein, parce que sinon, je sais pas comment on va faire. Mais bon, moi j'y crois. Hein, l'été, les virus se calment. Ça va revenir normal. Allez, on continue. Rendement de l'extraction. Est-ce que vous avez réussi à faire cette question? Est-ce que quelqu'un a calculé le rendement de l'extraction? Et puis on s'arrêtera là-dessus. Je vous laisserai terminer avec le corrigé. Quelqu'un a un rendement à me proposer? Non, vous n'avez peut-être pas été jusque-là. Bon. Alors, on va regarder la question 5 ensemble. Alors, le rendement de l'extraction, c'est la quantité extraite sur la quantité initiale. N, c'est CV. Donc, c'est C2V2. C2 étant la concentration dans la phase organique, dans le solvant. Et le V2, le volume de solvant ajouté. Et la quantité initiale se répartit entre ce qu'il y a dans l'eau, c'est un V1, plus ce qu'il y a dans l'éther, c'est 2V2. Okay, le but, c'est d'utiliser le coefficient de partage. P, c'est C2 sur C1. Donc, je divise par C1. Je divise par C1 en haut et en bas. C2 sur C1. Ah, voilà le coefficient de partage. P. Donc, PV2. Et en bas, je divise par C1, donc ça fait V1. V1 que je garde. Et puis C2 sur C1. Ah, bah, PV2. PV2 sur V1 plus PV2. P vaut 10. J'utilise 60 ml d'éther. Je suis parti de 50 ml d'eau. Je peux laisser en millilitres en haut et en bas, puisque les millilitres vont se compenser. Donc 10 fois 60 sur 50 plus 10 fois 60. 0,92, 92%.
Voilà, j'ai extrait 92% de A, il en reste 8% dans la phase aqueuse. Comment améliorer le rendement de l'extraction? Comment extraire un maximum de molécules A? Regardons, si j'augmente V2, vous pouvez faire les calculs, vous mettez, je sais pas moi, 100 millilitres, et vous verrez qu'effectivement, le rendement augmente un peu. Le rendement augmente un peu, mais en consommant beaucoup plus de solvant. Ah oui, mais c'est pas très intéressant de consommer beaucoup de solvant. Donc, les chimistes font pas ça. Au lieu de rajouter du solvant, en fait, ils vont faire plusieurs extractions. Ils vont faire des extractions successives. Ils vont faire un premier ajout de 30 millilitres d'éther, faire une première extraction, récupérer la phase aqueuse dans laquelle il reste du A, et la réextraire une deuxième fois avec 30 millilitres d'éther. Et on va calculer le rendement total, et vous verrez qu'en dépensant pas plus d'éther, soit 60 millilitres, on aura augmenté notre rendement d'extraction. Donc ce que je vais faire, je vous laisse un petit temps de réflexion, et puis dans la soirée, je vous enverrai le corrigé complet de la page 19. Enfin, du coup, page 18-19. Voilà, on va s'arrêter là-dessus ce soir, s'il n'y a pas de questions. Donc on a fini le chapitre 1 de chimie organique. La semaine prochaine, j'aimerais terminer les TD de thermodynamique. Je pense qu'on va faire ça peut-être lundi, je pense. Donc l'exercice 7 du TD2, notamment. Et puis on attaquera notre première fonction de chimie organique qui est la fonction Alcène. Voilà, donc vous avez pas mal de travail, vous avez un DL. Et puis préparer l'exercice 7 du TD2. Et puis une petite pause quand même. Ça fait pas de mal. Donc on se dit à lundi prochain.